bonjour. Rossignol, c'est une société qui est née en 1907, qui a commencé à faire des skis à côté de Grenoble, à Voiron exactement. Et depuis, le groupe s'est développé notamment dans le domaine du matériel de sport d'hiver, donc que sont les skis, les fixations, les chaussures, les snowboards, les casques, les masques, enfin tout ce qui peut servir de près ou de loin à glisser sur la neige. Et aujourd'hui, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. Le dernier chiffre d'affaires année complète Rossignol, c'est 370 millions d'euros. Donc 70% de ça, c'est de l'équipement du sport d'hiver. On fabrique la majorité de nos grands produits, ski, fixation, chaussures. 4 usines en Europe, dont 2 en France, une à Sallanches, une à Nevers, qui fait des fixations. Sallanches, c'est le site historique de la marque Dynastar. Euh, voilà, donc on fonctionne dans l'équipement de sport d'hiver avec les marques Rossignol, Dynastar, Lange, Look, que vous connaissez probablement. Et puis, depuis quelques années, on a diversifié nos activités, d'abord dans le textile, qu'on a redémarré en 2013. Aujourd'hui, on a une activité textile qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires sous la marque Rossignol. Donc, ce sont des produits qui sont portables pour le sport, hein, pour faire du ski dans les montagnes, mais aussi de plus en plus pour l'après-ski, pour la station et maintenant progressivement la ville, hein. Donc c'est une activité dont on pense qu'elle va évoluer très fortement dans les prochaines années, avec un positionnement, disons, sport premium, hein, des vêtements de très grande qualité, plutôt techniques et en utilisant des designers soit français, soit italiens, donc avec une bonne alliance entre le design et puis la technologie. Troisième secteur qu'on a développé depuis 3 ans, c'est les activités, on va dire, un peu moins hiver de la montagne, que sont le vélo et le trail running. Et donc, on est dans le vélo maintenant depuis 3-4 ans avec la marque Felt, marque américaine basée à Los Angeles, qui fait des vélos notamment de triathlon et de route, et la marque Rossignol, sur laquelle on a monté une offre de vélos tout-terrain, donc de VTT et de VTT électrique, hein, qui se développe énormément dans les montagnes. Et pour nous, Rossignol, c'est un axe très intéressant, vu l'emballement aujourd'hui du marché du vélo partout, y compris dans la montagne. Voilà en quelques mots ce qu'est le groupe Rossignol aujourd'hui. Alors, la compétition, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est vraiment dans l'ADN du groupe. Le groupe Rossignol s'est construit sur la compétition de ski, a grandement participé à la mise en place du modèle de la compétition aujourd'hui que l'on voit fonctionner en Coupe du Monde, avec des poules de marques par pays, avec des athlètes nationaux qui sont en contact permanent avec les grandes marques de ski, avec des contrats qui peuvent durer 1, 2, 3, 4 ans, dans certains cas. Donc pour nous, c'est très important de gagner une course. On est toujours très content de gagner des courses, mais l'objectif, c'est pas d'être content d'être sur les podiums. L'objectif, c'est de mettre au point des produits qui fonctionnent avec des nouvelles technologies qu'on essaye en compétition. C'est un peu le terrain de jeu de l'innovation pour nous. Et une fois qu'on a gagné, on est à peu près sûr d'avoir probablement le meilleur athlète, mais aussi le meilleur équipement, le meilleur ski, la meilleure chaussure, la meilleure fixation. Et ça, c'est un argument très fort vis-à-vis de nos clients un peu plus commerciaux quand on arrive à décliner ces technologies dans les gammes commerciales. Donc ça, ça fait partie du modèle. On fait de la compétition, on essaye, on applique les innovations sur les nouveaux produits et c'est le début du message au consommateur, je dirais. Alors oui, le CEA pour nous, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je dis souvent, moi j'ai une formation à l'origine d'ingénieur, ingénieur mécanicien, technologie, disons, aéronautique.
Et quand on est ingénieur et qu'on rentre les premières fois ou la première fois dans les locaux du CEA, on est vraiment comme un enfant dans un magasin de jouets, tellement les ressources, que ce soit humaines ou matérielles, sont importantes. Pour nous, c'est une chance extraordinaire, Rossignol, d'avoir cette source de technologie et d'innovation à proximité. Je crois beaucoup à la proximité géographique sur les sujets d'innovation. Et le CEA maîtrise beaucoup de technologies sur des sujets qui sont intéressants pour nous, mais pour lesquels on n'a aucun moyen. En interne, chez Rossignol, on travaille beaucoup sur les objets connectés en ce moment. On a travaillé depuis des mois et voire des années avec le CEA sur les sujets d'optimisation de la glisse des matériaux. Et évidemment, on n'a pas les moyens du CEA. Et quand on a été les voir en se disant, mais il y a probablement quelque chose à faire ensemble, ben, on est arrivé très vite à lister un petit peu les sujets d'intérêt commun et mettre en place des programmes qui tournent maintenant depuis plusieurs années. Par exemple, c'est effectivement mettre de l'électronique dans les skis. De plus en plus, on est intéressé de voir comment se comportent les skis à l'usage, comment les consommateurs les utilisent, de manière à mieux qualifier leur expérience, à mieux qualifier leurs attentes, et puis proposer des produits plus adaptés à leur façon de skier. Très concrètement, on mesure des accélérations, on mesure des angles de virage, on mesure des temps d'utilisation, on mesure des vitesses. Ça nous permet de connaître d'autant mieux le consommateur et de lui proposer les produits les plus adaptés. Alors ça, c'est vraiment le sujet de discussion en ce moment avec l'État. Rossignol, même si on a diversifié progressivement nos activités, l'équipement de sport d'hiver représente toujours la très grande majorité de nos coûts. Et contrairement à un restaurant ou un hôtel, dans la crise actuelle à laquelle on doit faire face, on ne peut pas fermer complètement l'entreprise. La plupart des gens aujourd'hui chez Rossignol travaillent sur les skis de demain, sur la mise au point des nouveaux produits et des process, le prototypage, les essais, l'industrialisation. Et tout ça, c'est de l'innovation. Et on ne peut pas arrêter ces personnes, on ne peut pas mettre 100% de l'effectif en chômage partiel comme dans certains autres domaines. Effectivement, on est dans une discussion avec l'État aujourd'hui pour essayer de protéger cette approche d'innovation. Pour nous, c'est vraiment le point sur lequel on doit rester focalisé, y compris dans les périodes très difficiles. Donc, au travers de mécanismes, que ce soit de participation à l'absorption des frais fixes ou une participation aux investissements qui amènent de l'innovation dans nos usines françaises. Et c'est tout le sens de la discussion. Donc oui, je pense que l'État, c'est important pour nous qu'il reste à nos côtés. Je pense qu'il y a un mécanisme en France qui est envié de tous, qui est le crédit d'impôt recherche, qui a vraiment fait ses preuves et qui a été très important pour le groupe Rossignol ces dernières années. Ça continue. Ensuite, il faut passer effectivement la période actuelle très compliquée pour les acteurs de la montagne et les fournisseurs d'équipements de sport d'hiver dedans. Avec peut-être des mécanismes un peu plus spécifiques et adaptés. Bonjour, bienvenue à tous sur ce premier focus développer les technologies d'avenir. Je suis Mathieu Estrangin, je suis journaliste au Dauphiné Libéré. Après cet entretien avec Bruno Cerclé, on va continuer avec un deuxième entretien, un entretien avec Claire Chantrel qui dirige
Innovalet, une technopole à côté de Grenoble. Bonjour Claire. Et puis on aura ensuite Bonjour. un temps d'échange avec 6 autres grands témoins. Et puis on attend évidemment vos questions. Rebonjour Claire, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. On se connaît, donc on va se tutoyer, ce sera plus simple. Tu diriges Innovalet. Innovalet, c'est une technopole. Alors aujourd'hui, c'est 360 entreprises pour plus de 11 000 emplois, si mes chiffres sont corrects. Innovalet, c'est aussi une association. Quel est le rôle de cette association? Alors effectivement, Innovalet, c'est une association qui a été créée en même temps que la Technopole il y a à peu près 50 ans. C'est une association créée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que sur les 360 entreprises de la Technopole, on a une quarantaine, 40, cinquantaine de grands groupes et de TI qui sont des très gros. C'est des Rolls-Royce, Capgemini, Orange, donc c'est des gros acteurs. Mais 75% de nos entreprises, ce sont des TPE-PME de moins de 50 ou 100 salariés. Et donc, et ça, c'est historique. Et dès l'origine, ces entrepreneurs-là, ils se sont dit, quand on est petit, ensemble, on est plus fort. Et ils ont créé cette association pour jouer la force du collectif et mutualiser tout ce qui est mutualisable. Donc, c'est mutualiser des services de type logistique, location de salles de réunion, centrale d'achat, formation interentreprise. C'est aussi proposer des services aux salariés parce que les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas de comité d'entreprise. Or, aujourd'hui, pour attirer et fidéliser des talents, la qualité de vie au travail, c'est important. Donc, c'est Innovalet qui joue ce rôle-là en proposant, par exemple, des activités sportives. Et puis, le troisième volet, c'est quand même l'accompagnement des dirigeants dans leur challenge. Et pour ça, on a toujours organisé une centaine d'événements par an, du partage d'expériences, des workshops, des conférences, et puis surtout de la mise en relation. Avant d'aller plus loin, on parle de technopole là depuis une minute. Une technopole, c'est quoi? C'est un titre que vous vous êtes auto-attribué? Qu'est-ce que c'est? Alors pas du tout. C'est vrai que c'est aujourd'hui un terme qui est tombé un peu dans le langage courant, mais le Technopole, c'est un label national qui est décerné suite à des audits par un réseau national qui s'appelle Rétis et qui vérifie que les écosystèmes répondent à certains critères. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine de technopoles labellisés en France, dont Innovalet. Et la vocation d'une technopole, c'est d'abord de pouvoir contribuer à la création, à l'accueil et l'hébergement d'entreprises innovantes et de pouvoir fédérer ces entreprises et animer un écosystème pour les aider à se développer et à croître. Donc, ça veut dire qu'Innovalet, depuis l'origine, elle a un comité de sélection qui étudie les implantations et qui vérifie que la grosse majorité des entreprises qui s'implantent, 70% de ces entreprises doivent avoir un caractère innovant. Alors attention, innovant, il y a beaucoup de technologies bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui est innovation de process, d'usage, de management. C'est pas tout à fait que de la technologie. Et on accueille aussi 30% d'entreprises tertiaire de support à ces entreprises innovantes parce qu'elles en ont besoin pour croître et se développer. Et le reste, les écosystèmes d'innovation, ils doivent aussi faire des métiers que sont l'incubation, l'accompagnement des entreprises innovantes et l'animation d'un écosystème justement pour les aider à se développer. Alors, tu parlais d'incubation. À Innovalet, il y a des grands groupes et vous coucounez aussi les jeunes entrepreneurs dans un incubateur que vous avez appelé le Tarmac depuis quelques années. Pourquoi avoir fondé un incubateur et puis quelles sont les ambitions de cet incubateur? Je crois qu'il est déjà complet. On a toujours un tout petit peu de place, mais c'est vrai que là, il en reste plus beaucoup. Donc effectivement, Innovalet a lancé le Tarmac en 2014. Pourquoi? Parce que historiquement, sur les entreprises d'Innovalet, la moitié s'était créée et développée sur le site. C'était donc des créations de start-up, bien avant qu'on parle de start-up, puisqu'en 70, ça n'existait pas trop. Et en France, quand on regarde les statistiques, on constate de la création d'entreprises, hein, même hors innovation, on sait qu'une entreprise non accompagnée, elle a à peu près 50% de risque d'échec dans les 3 à 5 ans. Or, quand on regarde sur l'Observatoire national des pépinières et incubateurs, on observe qu'une entreprise accompagnée, ce taux de réussite, il passe de 50 à 75%. Donc, c'était un vrai enjeu pour le Tarmac de sécuriser le démarrage des startups, parce qu'à fortiori, dans l'innovation, les risques ils sont encore plus grands, puisque plus on est technologique, plus ça nécessite plus le temps d'accès au marché est long, plus il y a des challenges au niveau de la maturation technologique, de l'industrialisation. Donc, sécuriser ces premières années-là, c'était très important.
Aujourd'hui, ça a très bien marché puisqu'en 7 ans, on a un taux de pérennité global de 79% et on a contribué à la création d'à peu près 70 startups et plus de 450 emplois. Et l'autre ambition pour laquelle on est aussi très content, c'était si on voit Innovalet comme une équipe de foot et ça serait l'équipe 1 de foot, le Tarmac, c'était le centre de formation de cette future équipe 1 parce que c'est quand même, on peut toujours chercher à attirer des entreprises internationales et on le fait d'ailleurs ou nationales, mais c'est quand même plus facile de contribuer à les créer et à les faire se développer depuis l'origine chez nous. Et ça a bien marché puisqu'aujourd'hui, plus de 50% des entreprises qui sortent du Tarmac restent sur Innovalet et vont devenir les futures PME d'Innovalet. Et 90% restent sur le territoire, soit de la métropole côté Grenoble, soit du côté du Grésivaudan. D'accord. Juste quelques mots, vous les sélectionnez, ces entreprises qui intègrent le tarmac, comment ça se passe? Oui, tout à fait. On a un comité de sélection qui est composé d'une vingtaine de membres. En gros, il y a tous les acteurs de l'accompagnement à la création et à l'innovation, que ça soit sur la partie financement, juridique, expertise comptable, les réseaux initiatives, entreprendre. Enfin, l'objectif, c'était quand même on peut pas juger tout seul. Et l'objectif aussi, c'est tous ces acteurs-là, c'est ceux qui vont devoir les accompagner par la suite. Donc, non seulement ils les sélectionnent, mais ils vérifient aussi est-ce qu'on va avoir une chance de pouvoir les accompagner sur les suites de leur développement. Et donc, on regarde, ça c'est assez classique le process. Ils ont 10 minutes de présentation de leur projet, 10 minutes de questions-réponses. Et ce qu'on va surtout regarder, c'est la cohérence globale du projet. Voilà, est-ce que la roadmap, elle est à peu près cohérente entre la roadmap technologique, financière, l'équipe, hein, du classique, sachant qu'on est quand même un incubateur, donc on sait très bien que c'est perfectible, on sait très bien qu'il y a plein de choses qui vont devoir être adaptées, mais on estime que en étant accompagnés, ils ont une chance de pouvoir y arriver. D'accord. Le thème de la table ronde, c'est développer les technologies d'avenir. Comment développer les technologies d'avenir? Est-ce que tu penses qu'un acteur comme Innovalet est utile pour générer de l'innovation dans les entreprises, entre les entreprises, globalement au sein de l'écosystème? Oui, évidemment que je pense que c'est même indispensable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'innovation c'est le résultat d'une fertilisation croisée, c'est le résultat d'une intelligence distribuée. Pour générer l'innovation, il faut pouvoir faire des ponts et des passerelles entre les laboratoires de recherche publics et privés qui vont développer les briques technologiques, avec les universités et les écoles qui sont en train de former les talents, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du financement, la chaîne de l'industrialisation, les experts en propriété intellectuelle, les experts juridiques, les experts en fiscalité. L'innovation, on a beaucoup, on a la chance en France en général et à Grenoble en particulier d'avoir une grande richesse de palettes, d'outils, d'acteurs pour soutenir l'innovation. Mais ça nécessite un écosystème. Il fonctionne pas s'il n'y a pas d'animation de l'écosystème. Parce que aujourd'hui, la vraie difficulté pour un entrepreneur, c'est pas qu'il manque d'outils, c'est plutôt justement de se repérer dans cette diversité, cette complexité des acteurs et de savoir qui adresser, à quelle étape, pour faire quoi, trouver tout de suite le bon interlocuteur. Et un de nos rôles, c'est ça. Je pense qu'à Grenoble, on a la chance, ça marche bien parce que on reste un territoire à taille humaine, on se connaît tous bien. La proximité géographique, ça a été dit avant, c'est très important. Et c'est vrai qu'on fait gagner beaucoup de temps aux entrepreneurs parce qu'on connaît très bien qui fait quoi et qu'en un coup de fil, on peut débloquer des situations très rapidement pour les entrepreneurs. Et ça nécessite des animateurs de réseau comme nous. D'accord. Donc votre rôle est essentiel, ou en tout cas tu le considères, et on est beaucoup à le penser. Malgré tout, est-ce que c'est facile d'obtenir, alors je sais pas comment vous fonctionnez, mais est-ce que c'est facile d'obtenir des financements ou des subventions pour jouer ce rôle d'animateur de l'écosystème et donc de favoriser l'innovation? Non, ça reste compliqué. Alors évidemment, Innovalet est soutenu quand même par les collectivités territoriales. On est soutenu par la métropole et par Grésivaudan sur une partie de nos missions d'intérêt général, et notamment d'ailleurs sur l'activité Tarmac, qui est une activité complète d'Innovalet. Et là, c'est primordial parce que le Tarmac, ça s'adresse à des startups en création qui n'ont pas atteint leur marché, qui n'ont pas levé des fonds, donc qui ont de gros besoins et pas de moyens financiers. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on est subventionné à hauteur d'à peu près 12% de notre budget.
Et donc, c'est toujours un challenge. Innovalet se finance à plus de 75% par ses services, hein. Et sur les parties mission d'intérêt général, on a du mal à faire financer des frais de fonctionnement, alors que l'humain, il est au cœur de la valeur. L'écosystème, il peut être vivant que s'il y a de l'humain et de la mise en relation. Souvent, on parle, enfin, moi, ma conception un peu de notre métier, c'est, on est un peu à l'innovation, ce que pourrait être la petite cuillère à la mayonnaise. On peut mettre tous les ingrédients du monde, si on les remue pas, si on fait pas ce qu'il faut pour créer des liens, créer des passerelles, mettre du liant, il se passera rien. Et ça, c'est vrai que c'est encore pas toujours compris par les collectivités qui préfèrent payer de l'investissement que du fonctionnement. Et parce que le fonctionnement, c'est de l'humain, et sans humain, ben, ça marche pas. D'accord, donc il vous faut quand même encore un peu plus d'argent. On est largement dans les temps, parce qu'on avait prévu un quart d'heure, ça fait 10 minutes. Euh, pour attirer je reviens alors peut-être sur le tarmac, mais aussi globalement sur Innovalet, pour attirer les entreprises dans votre technopole à côté de Grenoble, vous leur parlez quoi? Plutôt de l'écosystème grenoblois avec ses universités, ses labos de recherche, ou vous essayez de les séduire plutôt avec les montagnes qui nous entourent. Alors aujourd'hui, elles sont pas visibles, elles sont dans la brume, mais voilà, vous leur parlez de quoi? De l'écosystème ou de l'environnement agréable? Les deux, mon capitaine, parce que alors on leur parle bien sûr de l'écosystème, parce que si une entreprise innovante, ce qui va l'intéresser, c'est de pouvoir avoir tout autour tout ce qui va être nécessaire pour pouvoir innover facilement. Donc ça, ils vont beaucoup regarder ben, les centres de recherche, les entreprises avec lesquelles elles vont pouvoir collaborer, la richesse des acteurs qui peuvent graviter autour et qui sont un peu spécifiques. Donc ça, évidemment, c'est fondamental. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, une entreprise, elle se développe pas sans talent. Qu'aujourd'hui, sur les entreprises technologiques, il y a des profils où c'est très en tension, hein. Aujourd'hui, trouver un bon ingénieur en embarqué ou un bon développeur full stack, il y a beaucoup plus de postes à pourvoir que de talents. Et donc, les entreprises, elles doivent beaucoup travailler leur marque employeur. Et leur marque employeur, ça passe par la qualité de vie au travail. Donc, il y a tous les services d'Innovalet, mais il est clair que l'environnement, la qualité aussi du cadre. Le Innovalet, c'est un campus, on a des espaces verts, on est au pied des montagnes, et ça, c'est vrai que c'est un différenciateur assez important pour les entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs, notre premier slogan, qui est toujours d'actualité, c'était zone verte pour matière grise. Et on voit bien ces deux composantes-là de l'innovation. Sachant qu'aujourd'hui, on pourrait presque, enfin, depuis quelques années, on pourrait presque retourner ce slogan-là parce qu'Innovalet, bien sûr, c'est une zone verte pour la matière grise, mais c'est aussi de la matière grise pour une zone ou en tout cas pour un monde plus vert. Si on regarde aujourd'hui les technologies qui sont développées par nos entreprises, la force aussi de l'écosystème grenoblois, hein, c'est tout ce qui est smart technologie, depuis le hardware jusqu'à tout ce qui est logiciel. L'objectif, c'est vraiment de développer l'intelligence des environnements pour répondre aux grands challenges sociétaux que sont la santé, la transition énergétique, les smart cities, le smart building. Et on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans cette technologie-là, y compris la transformation numérique des organisations. Et un des très beaux exemples, par exemple, hein, qui est Néotarmac, enfin c'est Waga Energy. Waga Energy, c'est une spin-off d'Air Liquide qui est née au tarmac. Et c'est de l'économie circulaire, c'est comment transformer l'énergie par les gaz issus de la méthanisation en énergie durable, renouvelable, et ça mixe un peu toutes les composantes d'un écosystème vertueux parce que c'est très industriel. La Waga a créé une centaine d'emplois déjà en France en quelques années. Ça favorise la transition énergétique. Ils sont en plein développement international. Ils créent beaucoup d'emplois directs et indirects. Et dans des enjeux où on a aussi des enjeux de réindustrialisation de la France, c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire dans l'écosystème grenoblois. Oui, très bel exemple, en effet. On est pile dans les temps. Je ne sais pas si dans le thème de ce débat, de cet échange, tu voulais ajouter quelque chose. Sinon, je propose qu'on passe à la suite avec les autres intervenants. On est pile dans les délais. Merci Claire, en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Et donc, on te contacte si on veut s'installer au cœur de ce système d'innovation qui est Innovalet. Tout à fait.
Merci beaucoup Claire. On continue. Maintenant, je vous propose une table ronde. Voilà, tout le monde est là. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde autour du thème développer les technologies d'avenir. Je vous propose qu'on passe une vingtaine de minutes. Je vais vous poser à chacun d'entre vous une question. Alors, je vais jouer un peu le maître du temps, mais on va essayer de se tenir à 3 minutes chacun. Et puis après, on aura un temps à nouveau de 20 minutes. Où le but, voilà, ce sera que vous échangiez entre vous, que vous réagissiez peut-être à ce qui a été dit auparavant. Et puis, si vous n'avez pas quoi dire, moi j'ai plein de questions à vous poser. Hop, je remets le temps à zéro. On est parti. On peut peut-être commencer avec Isabelle Méjean. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur à l'École Polytechnique et vous avez reçu le prix de meilleur jeune économiste en 2020. On a préparé cette journée tous les deux et en préparant cette journée, vous m'aviez indiqué qu'il était temps que le plan de relance évolue vers une aide plus structurelle que conjoncturelle pour soutenir notamment l'innovation. Je trouve que c'est un point très intéressant si vous pouvez le développer maintenant. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je pense effectivement que les débats autour du thème de cette table ronde s'inscrivent assez bien dans le calendrier du plan de relance, qui est aujourd'hui l'outil principal d'action publique pour la France. Et donc, qui contient deux volets, ce plan de relance, qui sont à la fois conjoncturels et structurels. Donc, l'idée, ça a été de faire face aux défis de la crise économique via un certain nombre de mesures pour soutenir les acteurs économiques dans la crise sanitaire. Ça passe évidemment par le financement du chômage partiel, des prêts garantis aux entreprises, des outils de soutien conjoncturel à l'investissement via les aides à l'investissement, à la relocalisation, etc. Mais il y a un deuxième élément du plan de relance qui est au moins aussi important, qui concerne les aspects structurels. Donc ici, l'idée, ça a été de profiter des marges budgétaires qui ont été possibles grâce à ce plan de grande ampleur à l'échelle européenne pour mettre en place un certain nombre de mesures beaucoup plus structurelles pour opérer les changements nécessaires à l'économie européenne du XXIe siècle. Donc jusqu'ici, on a beaucoup axé l'action publique sur les aspects conjoncturels, évidemment parce qu'on était au cœur de la crise sanitaire et ça a été dit, il y a eu un besoin très important de soutien public aux entreprises. Et puis maintenant, on espère sortir un peu du cœur de la crise sanitaire et donc pouvoir basculer sur des éléments beaucoup plus structurels qui vont avoir au cœur du dispositif évidemment l'innovation. Donc ici, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et opérer les changements structurels, ça va impliquer un certain nombre de choix stratégiques qui vont être décidés maintenant. Certains de ces choix stratégiques sont déjà un peu ébauchés dans le plan de relance. On sait qu'en France, on a décidé d'axer beaucoup les choses sur, évidemment, la transition énergétique, notamment, par exemple, via la filière hydrogène verte. On a mis en avant des technologies qui sont des axes forts de la France historiquement, le nucléaire, le spatial. Et puis, on va développer les technologies du numérique, la cybersécurité, les technologies quantiques, etc. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet, l'innovation. On est au bon moment du calendrier, puisque c'est le moment d'opérer ce changement peut-être dans l'utilisation du plan de relance. Et donc, il va falloir opérationnaliser tout ça. Donc, on connaît un peu les bonnes pratiques pour l'innovation et les politiques de soutien à l'innovation. C'est mettre en place des expertises externes pour faire les bons choix stratégiques ex-ante. C'est très rapidement mettre en place des dispositifs d'évaluation pour pouvoir évaluer avec des horizons de moyen terme les objectifs qui ont été mis en place et puis, si besoin, réorienter l'argent public vers les stratégies ou les secteurs qui
semblent les plus porteurs. Je suis en train de sortir de mon temps. Je voulais juste évoquer un dernier Vas-y. élément qui est peut-être un petit peu le point faible du plan de relance, mais je pense que c'est important dans un débat sur l'innovation d'en parler. C'est la recherche fondamentale. À l'échelle européenne, la recherche fondamentale, c'est le programme Horizon Europe qui a été doté de 5 milliards d'euros supplémentaires par rapport aux 750 milliards du plan de relance. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée. On sait que l'innovation, ça se fait avec, comme ça a été dit, des écosystèmes. Et ces écosystèmes, ils doivent inclure aussi la recherche fondamentale. Donc je pense qu'il y a peut-être un point noir du plan de relance, c'est le budget assez faible alloué à la recherche, au pôle universitaire. Et peut-être qu'on en parlera pendant ce... Ouais, on en parlera dans la deuxième partie sans problème. Merci beaucoup. On enchaîne, quoi? On enchaîne, oui. On continue avec Pascal Imbert. Pascal Imbert, bonjour. Vous êtes président du directoire de Wavestone. Wavestone, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises et des organisations. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Et vous avez choisi, et c'est ça qui est un peu original et c'est ça qui fait que vous êtes là aujourd'hui, vous avez choisi comme point de départ pour Wavestone la technologie. Une question simple, pourquoi ce choix? Oui, bonjour. Merci. D'abord, vous ne vous êtes pas trompé, c'est exactement le métier de Wavestone, c'est d'aider les entreprises à se transformer, pour se développer, pour être plus efficaces. Et Wavestone s'est créé à partir d'une conviction, c'est que la technologie, l'innovation technologique recèle un énorme potentiel de création de valeur. C'est un potentiel de création de valeur fondamental pour les entreprises, mais le tout, c'est de savoir en tirer parti. Et c'est ça notre métier, c'est ce que nous essayons de faire, c'est d'aider nos clients à prendre une longueur d'avance, à se différencier, à se développer plus rapidement grâce à la technologie. On a donc bâti notre différenciation sur cette maîtrise de la technologie, sur un ADN technologique très fort, dans un marché du conseil qui est un marché compétitif, qui est plutôt dominé par des acteurs qui viennent du terrain de l'organisation, des techniques de management. Vous savez, le conseil, ça a été inventé aux États-Unis autour de sujets très liés à la performance des entreprises et au management des entreprises. Nous, on a attaqué ce marché avec cet angle de vue technologie, innovation, en faisant le pari que effectivement, on allait être capable de se différencier de nos concurrents et d'apporter finalement plus de valeur à nos clients par ce prisme technologique. C'est un pari qui a été payant. Wavestone a connu une croissance, notamment ces 10-15 dernières années, nettement plus forte que ses concurrents, tout simplement parce que la technologie est devenue le principal moteur de transformation des entreprises. Alors, c'est devenu une évidence avec tout ce qu'on dit autour de la transformation digitale des entreprises, mais au-delà de ça, on voit que très durablement, la source de croissance, de création de valeur dans les entreprises devrait rester assez fortement la technologie. Il n'est plus temps seulement de s'intéresser à l'efficacité des processus des organisations, à grossir pour essayer de mieux optimiser les coûts, mais il devient maintenant temps de se différencier, de proposer de nouvelles offres de services, d'arriver à répondre à de nouvelles attentes des consommateurs, mais aussi de la société autour de nous, grâce à ces nouvelles technologies qui sont l'IT, le digital, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, puis demain, certainement, le quantique, on en parlera certainement tout à l'heure. D'accord. Il est temps d'innover, donc, sans vouloir résumer, mais il est temps d'innover et d'être bien accompagné pour innover, en tout cas. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Maintenant, j'accueille Kat Borlongan. Vous êtes là, bonjour. Vous êtes la directrice de la mission French Tech. On a aussi préparé évidemment cette table ronde. Vous m'avez expliqué que vous croyez en la capacité de développer en France de nouvelles technologies. Vous m'avez presque dit le problème il est plus là. Vous m'avez dit que le sujet de préoccupation en revanche c'était le transfert de technologie. Je résume trop rapidement. Non, pas du tout. En fait,
pour ceux d'entre vous qui connaissaient pas la French Tech, enfin, l'émission French Tech plus spécifiquement, on a un objectif qui est, j'espère, suffisamment clair puisque c'était le président qui nous l'a posé. C'est 25 licornes d'ici 2025, mais pas au prix de la diversité, pas au prix de l'environnement et surtout pas au prix de la cohésion territoriale. Donc, pour y arriver, on a plusieurs choses à notre disposition. Il y a en effet mon équipe qui se retrouve plutôt au sein de l'État. Donc, moi, voilà, pour faire simple, mon boss, c'est Cédric O, qui est le ministre des Affaires numériques. Et ensuite, il y a aussi toute la partie, je dirais, plutôt bottom-up qui vient de l'écosystème. Aujourd'hui, sur le sujet deep tech que vous évoquez, le constat qu'on fait est le suivant. C'est, en effet, même s'il y a encore un peu de progrès à faire en matière de recherche fondamentale par rapport à ce que ma co-panéliste a dit tout à l'heure, ça n'empêche pas que la France aujourd'hui est déjà une vraie force en matière de recherche. Il y a un quart, par exemple, d'ingénieurs en IA de toute l'Europe, en fait, qui vient de la France. On a un des plus grands nombres de médaillistes Fields par capita, voilà, un écosystème de recherche qui est extrêmement riche, de plus en plus international. Or, contrairement à certains voisins de type le Royaume-Uni ou même la Suisse, l'Allemagne, ça ne se traduit pas forcément dans champion de deep tech. Or, quand on pense à voilà, cet objectif posé par le président, il n'est pas, enfin, les 25 licornes, c'est pas des KPIs qu'on sort de nulle part. Enfin, aujourd'hui, le constat qu'on fait quand même, c'est que la France a besoin de ces géants aussi. On a beaucoup parlé pendant très longtemps en fait de la stratégie plutôt défensive de la France, qui passe par la régulation, notamment pour mieux encadrer les GAFA et ainsi de suite. Mais nous, par contre, dans la French Tech, et je parle de moi, de toutes les capitales et toutes les communautés de la French Tech, nous, on incarne la stratégie offensive, et qui est de faire en sorte que la France, elle aussi, en fait, a ses propres champions. Et aujourd'hui, je suis persuadée que dans l'avenir, les champions, voilà, les future champions, le future Google, le future Facebook, comme on les appelle, seront pas forcément dans la tech, ne seront pas forcément dans les réseaux sociaux, ce seraient des startups dans les deep tech. Et pour y arriver, on a besoin de réussir ces virages-là et de mieux gérer justement le transfert pour faire en sorte qu'il y a plus de startups deep tech qui sortent de la recherche aujourd'hui. D'accord. Juste pour ceux qui nous suivent, une définition des deep tech. Je sais que c'est une deuxième question, mais on va faire vite. Deep tech, c'est comment vous définissez ça? Je ne vais pas sortir les définitions techniques de BPI France, mais pour faire simple, c'est des startups qui ont un fort composant technologique, voire scientifique, où il y a des fondateurs qui souvent en fait sont carrément issus de la recherche. Et suite justement à ces facteurs-là, il y a naturellement je dirais une quantité de capital qui est beaucoup plus élevée, qui est nécessaire versus par exemple une startup dans le numérique. D'accord, ok. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On enchaîne avec Emmanuel Sabonadière. Bonjour, vous êtes le directeur, voilà, vous êtes là. On voit les montagnes derrière vous, donc vous êtes bien à Grenoble. Vous êtes le directeur du LETI, et le LETI, c'est le laboratoire d'électronique et de technologie de l'information du CEA, donc vous êtes basé à Grenoble. On pourra le voir par la suite, peut-être, savoir si c'est à l'État de sélectionner les secteurs stratégiques. En tout cas, Emmanuel, il y en a un que l'État soutient depuis des années, c'est la microélectronique. Il y a des résultats. Est-ce qu'ils sont à la hauteur des attentes, des investissements sur la microélectronique? Oh ouais, vaste question. Effectivement, l'État est très stratège avec la microélectronique puisque très peu de pays modernes aujourd'hui ont accès à cette électronique, et on a bien vu pendant le confinement à quel point l'électronique était devenue vitale et critique quand on passe dans un monde de plus en plus digital. Alors là, on était dans un cas forcé avec le Covid, mais de façon générale, je crois qu'on sent tous que l'électronique progresse très très vite. Les téléphones portables là, que vous connaissez tous, c'est le seul objet manufacturé qui a été vendu à plus de 10 milliards d'unités dans le monde. Donc c'est des volumes complètement nouveaux pour l'ensemble de l'industrie, et la microélectronique est au cœur de ça. Donc posséder des briques technologiques ou des éléments technologiques dans la microélectronique est
absolument stratégique pour un pays moderne et un pays dans les premières nations mondiales. Et c'est vrai que l'État est très stratège et soutient la microélectronique depuis maintenant plusieurs décennies. Et finalement, nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui avec des ST, des Soitec, des Aledia et tout un certain nombre de startups deep tech qui finalement ont explosé au niveau mondial grâce à ce soutien et à cette stratégie de l'État. Dans les plans de relance, par rapport à ce que j'ai pu entendre de mes prédécesseurs, oui, il y a à la fois, je crois, une articulation entre des plans de relance très pratiques pour faire des objets, puisque finalement, ce qui fait la réussite d'une start-up ou la réussite d'une technologie ou la réussite de la France dans la course technologique, c'est sa capacité à sortir des objets connectés. Bruno Cerclé a parlé de ski dans lequel nous mettons de l'électronique, mais ça peut aller du ski à la voiture, au téléphone, au satellite, etc., etc. Mais cette capacité à mettre de la technologie électronique ou numérique au cœur des objets fait la force d'un pays comme doit être la France. Par contre, les plans de relance associent également de la recherche fondamentale, et ça c'est très très nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase dédiée à l'industrie et autour de l'industrie avec les outils de l'industrie, et dans les plans de relance, il y a une partie au niveau de la recherche pour être sûr que finalement ce lien entre recherche et technologie passe bien. Ça a toujours été un petit peu un point de faiblesse de la France, de cette capacité à prendre ce qu'il y a dans les labos de recherche, qui est souvent de la recherche de très haut niveau, et de l'amener dans de la technologie qui puisse finir dans des produits industriels. Et c'est cet axe-là qui est en train d'être corrigé, et la France a tout à fait sa place, et le CEA Leti joue un rôle absolument pionnier dans la microélectronique pour réussir. Nous sommes au milieu de 3 vallées à Grenoble. La vallée qui va plutôt vers Genève, qui est la vallée de la microélectronique, dans laquelle nous retrouvons 6 à 7 000 emplois liés directement aux salles blanches de la microélectronique. La vallée qui va vers Lyon, qui est plutôt l'imagerie et l'infrarouge, et là, il y a à peu près 2000 emplois toujours liés à la microélectronique. Et enfin, une nouvelle vallée qui s'ouvre, celle qui ira vers Nice, où nous mettons les micro-LED et les micro-displays. Et là, c'est une nouvelle activité autour de tout ce qui sont les écrans. On a vu l'importance des écrans, mais aussi les biosensors. Et là, se créent des entreprises qui sont capables de créer 100, 200, 300, 400 emplois sur une usine de microélectronique. Et donc, c'est la manière dont nous essayons de rayonner autour de Grenoble dans ce domaine de la microélectronique, et qui sera au service des intégrateurs, soit les GAFAM, soit des intégrateurs évidemment nationaux en priorité pour utiliser cette microélectronique. Merci Emmanuel. Vous avez parlé de Soitec, qui est issu du CEA. Vous avez parlé d'Aledia, qui est peut-être un peu moins connu, qui se développe sur les écrans dans cette vallée vers Nice, justement, et qui est aussi une spin-off du CEA. Donc vous sortez 70 startups, je crois. Hein. Oui, nous venons de fêter il y a 2 semaines notre 70e startup en 10 ans. Donc c'est toutes des startups deep tech, puisque nous sommes très liés à la technologie. Et certaines d'elles ont des fortunes fantastiques comme Soitec ou Aledia, qui potentiellement sont ce que l'on appelle des licornes, c'est-à-dire avec des valorisations au-delà du milliard. Merci. Merci Emmanuel. On poursuit avec Gaël Calvary. Voilà, bonjour. Vous êtes professeur à Grenoble INP et vous êtes vice-présidente en charge de la valorisation. Alors, ça a été un peu évoqué par Geneviève Fioraso ce matin. Elle parlait d'un manque de culture scientifique. Est-ce que vous sentez qu'il y a un manque d'intérêt aujourd'hui pour les ingénieurs pour la recherche ou alors autrement dit, est-ce que la recherche n'est pas assez attractive en France? Je crois que en 10 ans, le nombre de doctorants a chuté de plus de 10%. Donc, merci déjà pour l'invitation. Donc, en tout cas, nous, à l'Université Grenoble-Alpes et à Grenoble INP UGA, on travaille activement la culture de l'innovation et ça fait partie de notre plan stratégique. Donc, on souhaite amplifier le transfert des résultats de recherche vers les entreprises et on a répondu de façon massive au plan de relance d'ailleurs. D'accord. Comment peut-être vous développez cette culture, cette envie d'entreprendre auprès des jeunes? Alors, il y a 2 fils d'activité, hein. On touche en gros tous les publics. On a un fil d'activité assez fort en tant qu'enseignants, hein. Nous avons nos futurs talents en face de nous et nous leur inculquons cet esprit de l'innovation qu'ils vont d'ailleurs aussi pratiquer dans les entreprises lors de leur stage.
Et puis le deuxième fil d'activité, c'est auprès de nos personnels, hein, qui sont des personnes permanentes, et donc on va dire qui sont les acteurs stables du transfert de la recherche publique. Et là, nous avons décidé d'amplifier la sensibilisation à l'innovation, la formation à l'innovation et la détection des pépites dans les laboratoires de recherche. Et à l'Université Grenoble-Alpes et à Grenoble INP, nous avons des dispositifs incitatifs. Par exemple, nous réduisons le volume horaire de nos enseignants de façon à ce qu'ils puissent s'impliquer dans le transfert des résultats de recherche. Donc c'est toute une politique d'accompagnement du développement de l'innovation que nous avons engagée ici à Grenoble, en partenariat évidemment avec tous les organismes de recherche, puisqu'on a un écosystème très fort ici en local. Et comme l'ont dit les autres invités, là, mes collègues, effectivement, cet écosystème grenoblois est quelque chose de fort et que nous travaillons pour encore renforcer les liens. Oui, Grenoble INP, je crois, est membre du campus d'innovation Giant, qui regroupe sur un quartier de Grenoble des grandes entreprises, des labos de recherche, le CEA, et puis aussi des facultés, ou en tout cas de l'université, dont Grenoble INP. Mhm. Oui. Donc, de façon générale, hein, le site est très actif dans la création et l'appropriation et le développement de dispositifs d'innovation. Donc ça peut être en formation, en recherche. Par exemple, la SAT, Linxium Grenoble-Alpes, est un dispositif que nous développons ensemble pour créer de plus en plus de startups. Et là, on en est à plus de 50 startups déjà créées. Donc ça vous montre la solidarité du site pour faire venir des financements en local et puis en faire bon usage. Merci beaucoup. On reparlera peut-être de la SAT. Linxium, c'est très intéressant. Ils sortent notamment, ils font un gros travail notamment avec les doctorants pour leur dire vous pouvez entreprendre et n'ayez pas peur. Hein. C'est un élément très intéressant. Merci beaucoup. Dernier intervenant de cette table ronde, Christian Rouchaud. Bonjour. Oui. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole Languedoc et vous avez aussi occupé ces fonctions à Grenoble, en tout cas pour le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Donc vous connaissez aussi très bien l'écosystème grenoblois. On a parlé des deep tech, on a parlé des startups. Dans la première partie, il a été évoqué les questions de financement aussi. Les startups et les deep tech, elles ont besoin d'un financement très particulier, notamment durant leurs premières années. Est-ce que les banques ont compris ce nouveau fonctionnement des startups un peu très différent de celui des entreprises classiques? Oui, ce qui est très spécifique dans le financement des startups, c'est que leur nature d'activité fait que il y a quasi jamais d'actifs réels. On finance un potentiel fonds de commerce, c'est-à-dire qui est immatériel. Et en clair, on arrive à un système dans lequel, c'est binaire. Soit ça réussit, soit on perd tout à côté du financement. Et ce qui veut dire que la forme de crédit n'est pas le financement le plus adapté, c'est plutôt un soutien en fonds propres. À cela s'ajoute une spécificité très, très française, même si Grenoble est un bassin qui fait exception, 70% du financement des startups se produit en Île-de-France, donc une très forte concentration dans ce domaine-là. Pour les acteurs bancaires, le financement en capital risque n'est pas naturel, c'est pas l'activité de base. L'activité de base, c'est la transformation de l'épargne en crédit avec évidemment la sécurité des épargnants. C'est ça notre activité fondamentale. Et elles ont évidemment fait mouvement pour s'adapter à ce nouveau besoin. Il y a un mouvement important pour comprendre quel est le métier, créer des équipes dédiées à ces activités avec des gens qui connaissent le monde des startups, qui en comprennent les modalités. Elles consacrent du coup une part aussi importante et de plus en plus importante de leurs fonds propres au financement des startups, puisque le crédit n'est pas très adapté, donc les fonds propres, ça permet d'intervenir en haut de bilan.
Et puis, pour compléter la compétence, détecter, identifier, qualifier en quelque sorte les opérations, eh bien, on a de plus en plus recours à des évaluateurs extérieurs, et je pense notamment à Early Metrics, par exemple, qui est créé en 2014, nous accompagne et permet de qualifier les bons projets. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. Il y a 3 niveaux dans le financement des startups. Il y a le premier niveau qui est les fonds d'amorçage. Et là, on a beaucoup de fonds régionaux, en tout cas au Crédit Agricole, c'est le cas. Le Crédit Agricole, dans l'ensemble, est le 3e acteur du financement des startups. Et là, c'est un financement de conviction, parce que ce ne sont pas des très gros dossiers, mais ça demande beaucoup d'investissement pour faire. Et je pense que la réalité est plutôt positive sur ce point-là. Le deuxième volet, c'est les startups de maturité moyenne. Et là, c'est plutôt le marché qui intervient. 2020, c'est de l'ordre de 2,5 milliards levés sur les marchés. On a aussi des fonds. Le Crédit Agricole a plusieurs fonds, dont plus de 220 millions investis sur ces acteurs-là. Le grand défi, c'est la maturité, les startups de maturité avancée. Quelques-unes ont été évoquées tout à l'heure, notamment par Emmanuel Savonati. Et là, le défi est majeur. C'est un défi dont on parlait beaucoup avec Jean Terme, dont on parle aujourd'hui beaucoup aussi avec, évidemment, Stéphane Siebert. Et là, le défi est très grand. Et alors, pour traiter cela, il ne s'agit plus de trouver quelques millions, c'est plusieurs dizaines de millions. Et l'objectif, évidemment, et c'est ce qu'on essaie de faire beaucoup sur Grenoble, notamment dans cette ouverture de cette 3e vallée, c'est de garder les startups quand elles passent en phase industrielle et qu'elles deviennent des employeurs potentiels importants avec une réalité économique assez considérable. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il y a quelques années, on a pu, entre le Crédit Agricole et surtout la filiale Amundi de gestion d'actifs, le CEA, créer une structure de gestion qui s'appelle Supernova, et dont la vocation, c'était une grande idée de Jean Terme à l'origine, est d'être capable de mobiliser plusieurs dizaines de millions d'euros pour accompagner cette phase d'industrialisation. Alors tout à l'heure, notre économiste a évoqué la nécessité d'agir de façon structurelle. Alors ça, c'est un sujet extrêmement fondamental, notamment pour ces maturités avancées. Et là, on a eu ce rapport de 2019 sur le financement de la 4e révolution industrielle. C'est Philippe Tibi qui a produit ce rapport. Oui. Sous l'autorité du chef de l'État, et qui a bousculé non pas simplement les banques, mais les institutionnels, c'est-à-dire les compagnies d'assurance notamment, qui sont les plus grands pourvoyeurs de capitaux en placement à long terme, et on leur demande d'investir 5 milliards d'ici 2022 dans le soutien des entreprises innovantes, montant que le ministre des Finances a porté à 6 milliards. Et ça, c'est vraiment une action assez structurelle, parce qu'on parle de capitaux très importants. Une structure comme Predica, compagnie d'assurance vie du groupe Crédit Agricole, c'est de mémoire 250 millions d'euros sur lequel elle s'est engagée avant 2022. Donc on est extrêmement concret et très près. Et ça sera un soutien vraiment complémentaire à celui des banques. Le fameux fonds Supernova que j'évoquais tout à l'heure, créé entre le CEA et Amundi, est oui. Labellisé TIBI. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup. Importants. Merci beaucoup. Je vous propose à tous qu'on échange sur ce qui a été dit. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite peut-être d'abord réagir au propos qui a été tenu par quelqu'un d'autre qui a participé à cette table ronde. Monsieur Rouchon, vous évoquiez, on parlait du financement. Est-ce qu'aujourd'hui, le gros point noir, c'est le financement de la recherche publique? On est au-dessus de 2%. Est-ce qu'il faut passer à 3%? Est-ce qu'il faut mieux encadrer peut-être ou mieux faciliter la collaboration entre la recherche et le privé? Je ne sais pas qui d'entre vous souhaiterait répondre. Je peux donner un regard et dire que, enfin, à mon sens, évidemment, il y a besoin de soutien de l'État pour ces éléments de recherche, mais la clé, et Grenoble a trouvé cette clé qui permet le développement. Au fond, on parle de deep tech, mais ça veut dire qu'il y a de la techno, ça c'est un point majeur. Après, il faut combiner ces technos avec des usages. La techno sans usage, ça sert à rien. Et troisièmement, il faut une posture. L'innovation, c'est d'abord une posture. Et les écosystèmes, comme ce qui a été créé à Grenoble, permet cela. C'est la rencontre de tous les acteurs.
Ça, c'est fondamental. Et par exemple, le CEA et Crédit Agricole ont décidé, c'est en cours, de faire une revue de portefeuille en quelque sorte des brevets du CEA, des savoir-faire du CEA, etc. Et avec l'ensemble du portefeuille d'entreprises, ETI ou grandes entreprises du Crédit Agricole, pour faire rencontrer. Parce que pour que la recherche se transforme en business et le business en emploi, il faut que les grandes idées, les belles technos, elles trouvent finalement un usage, une utilité. Voilà. Et je trouve que fonctionner ensemble, pour moi, ça a été cette découverte au cours des 14 ans que j'ai passé à Grenoble et que je trouve un modèle à essayer de développer partout. Merci. Je ne sais pas si sur le financement, peut-être Emmanuel, sur le financement, ce 2% du PIB français, c'est la cause de tous nos problèmes? Non, absolument pas. Absolument pas. Alors, évidemment, avec plus de moyens, on peut faire plus de choses. Mais déjà, ayons l'humilité d'amener d'amener la science vers nos technologies et nos technologies vers nos produits. Il faut qu'on redevienne un peu humble. C'est un cheminement difficile, compliqué, sur lequel être un ingénieur, c'est pas forcément créer ex nihilo quelque chose qui n'existe pas, mais c'est le prendre, l'améliorer et le transférer. Et Christian l'a très très bien dit. La force de notre réussite, c'est notre capacité à transférer et à amener vers les produits ce que l'on doit faire. Vous voyez, je prends qu'un exemple et je vais être très très rapide. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est le buzz en ce moment. Un système d'intelligence artificielle, ça se développe dans le cloud parce qu'il faut beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul. C'est là où nos cerveaux puissants arrivent à faire des systèmes très complexes. Et après, une fois qu'il faut l'emmener vers le produit, vous avez deux grandes écoles. L'école américaine et chinoise, qui l'un pour le contrôler, l'autre pour le monétiser, veut garder la donnée dans le cloud. Et puis vous avez l'école européenne. Historiquement, on a toujours pensé que la donnée, votre donnée, ma donnée, nous appartenait, donc il était important que nous en gardions le pilotage. Et comment ça se traduit dans les faits? Ça se traduit que les systèmes d'intelligence artificielle développés dans le cloud vont descendre sur les objets et les objets connectés. Et comme en 2030, on imagine avoir 6 objets connectés autour de nous, ce sera des objets connectés et intelligents. Et donc tout le savoir-faire, et là où Christian a totalement raison, c'est notre capacité à prendre ces algorithmes très complexes, les faire descendre sur des chips, sur des systèmes électroniques simples, consommant peu, en simplifiant ces algorithmes pour les amener le plus vite possible auprès du produit. Et quand on pense que ces produits finaux, finalement, ça sera une voiture, ça sera votre téléphone portable demain, ça sera votre monde connecté, il est extrêmement important que nous, autour de notre écosystème grenoblois, mais également au niveau de la France, nous mettions le paquet pour faire transférer ces technologies vers des produits. Et c'est cette partie-là qui, moi, me passionne, me fait lever tous les matins avec enthousiasme et doit être une obsession pour l'ensemble des personnes qui veulent absolument garder la France dans la course de la technologie. D'accord. Donc le financement, on en parle, mais c'est finalement pas le plus gros problème. Il faut mettre tout ça en musique. C'est peut-être... alors c'est pas en tant que grenoblois forcément que je parle, mais c'est l'importance des écosystèmes. Geneviève Fioraso en parlait aussi ce matin, l'importance des écosystèmes. Voilà, peut-être vos avis, peut-être Isabelle Méjean sur l'importance des écosystèmes ou Kate, qu'est-ce que l'une de vous peut-être souhaiterait prendre la parole? Oui, enfin, moi je veux bien, effectivement. La vision d'économiste, très intéressante. La question des écosystèmes, elle est évidemment importante dans le fonctionnement de l'innovation. On sait que naturellement, hein, les écosystèmes innovants sont des structures qui sont géographiquement assez concentrées, hein, pour plein de raisons. Les entreprises gagnent à une certaine forme de proximité. Il y a des liens importants qui sont liés à la proximité des écosystèmes universitaires, donc le lien entre l'innovation fondamentale et l'innovation appliquée. Il se fait beaucoup sur des écosystèmes locaux. Donc on sait que naturellement, c'est des choses qui marchent bien. C'est des choses qui sont aussi encouragées par la puissance publique, hein. Dans le plan de relance, on a beaucoup, les aspects territoriaux sont très mis en avant. C'est des choses qui ont un peu changé, hein. C'est un peu des politiques qui ont changé, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'y compris le financement universitaire, il s'axe beaucoup sur des pôles géographiques et c'est des choses qu'on sait qui marchent bien. Ça veut dire aussi, encore une fois, qu'il faut faire
des choix. Quand on dit que les écosystèmes sont importants, ça veut aussi dire qu'il faut miser, pas éparpiller l'argent, mais vraiment réussir à concentrer l'argent sur les bons écosystèmes. On ne peut pas avoir des Silicon Valley dans toute l'Europe, il n'y en aura pas 30 000, et donc il faut faire des choix stratégiques pour financer finalement les bons écosystèmes, ce qui est toujours la question un peu difficile. D'accord. Peut-être la French Tech, c'est votre mission justement de mettre en avant un écosystème ou un autre, ou d'organiser pour que finalement les écosystèmes français soient pas concurrents mais complémentaires entre eux? Oui, qu'ils soient pas concurrents et complémentaires de plus en plus aussi des écosystèmes européens. Donc, si on parle d'écosystème, je pense qu'il y a deux choses qu'il faudrait absolument qu'on note. La première, c'est que l'écosystème tech français est extrêmement jeune. Et quand on pose des questions sur à quoi sert un écosystème, en fait, on a tendance souvent à parler de l'émergence, tu vois, l'entraide et tout ça pour que les gens se connaissent. Mais en fait, là, on est rentré dans le cours des grands. Aujourd'hui, on a une pipeline d'IPO qui est particulièrement fort, de plus en plus de licornes, de plus en plus de startups qui lèvent leur série C. Et au final, on voit que la fonction primaire en fait d'un écosystème, c'est de faire en sorte que quand il y a une startup en fait qui a un certain succès, il y a tout l'écosystème en fait qui puisse en bénéficier. Et aujourd'hui, quelque chose qui nous ralentit énormément en fait par rapport aux écosystèmes par exemple qu'on trouve à Londres ou à Berlin ou même à Amsterdam, c'est que notre écosystème il est tellement jeune qu'il n'y a pas eu ces exits-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas tous les talents dont on a besoin parce qu'ils se retrouvent encore un tout petit peu dans toutes les entreprises. On parle du financement, mais il n'y a pas que le financement qui compte aussi, c'est le financement intelligent qui vient de business angels, par exemple, qui, eux, savent vraiment. Et une grande partie, en fait, des business angels, c'est vraiment des qualités, et notamment des super angels. Ils viennent, en fait, des C-levels ou des fondateurs qui sont dans des startups qui ont déjà connu certains exits. Et en plus de ça, il y a aussi, bien sûr, toute l'expérience. On est dans un écosystème qui est tellement jeune que le nombre de gens qui ont passé d'une boîte à 5 à 50 à 500 à 5000, il n'y en a pas beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important que cet écosystème, en fait, est très proche pour que, justement, toutes ces externalités positives puissent être le plus riches possible. Mais il y a une deuxième chose aussi qui est assez important et on en parle puisque là, on parle quand même, l'écosystème French Tech India, c'est tout ça. Notre objectif, c'est pas d'avoir le champion de l'Île-de-France ou le champion de Rhône-Alpes ou le champion de l'Occitanie. Nous, ce qu'on veut, c'est des champions internationaux qui puissent venir de partout en France. Et en fait, pour ça, et rayonner partout. En effet, il faut rayonner, mais il n'y a pas juste rayonner. Rayonner, c'est très bien, mais moi, je veux qu'on les. Enfin, moi, ce qu'on vit, c'est la conquête. On a passé à cette époque-là. Enfin, ça y est. Enfin, peut-être en 2014, 2015, on était suffisamment contents d'être les délégations la plus grande à CES et tout ça. Là, ça ne suffit plus. Là, ce qu'on veut, c'est des vrais champions. Ces champions-là vont être des champions internationaux. Et pour des champions internationaux, il faut des écosystèmes internationaux aussi. Donc, pour ça, il faut pousser de plus en plus une certaine mobilité aussi des talents, pas juste à l'intérieur des régions, mais à l'intérieur de la France et aussi en Europe et ailleurs. Et continuer à les pousser. Par rapport à ce qu'il disait ma co-panéliste, j'ai très hâte de voir l'impact de cette crise sur ce qu'on considère en fait un écosystème d'un point de vue géographique. Mais de plus en plus, on voit déjà que c'est quelque chose qui est en train de... J'ai l'impression que la French Tech qu'on va retrouver en juillet ou en août ne sera plus la même French Tech d'il y a 1 an et demi. Évidemment. Quand on commençait tout juste à rentrer dans la crise. Merci beaucoup. On parle des écosystèmes. Il me semble que dans les écosystèmes, ce qui est important, alors vous pouvez m'arrêter si je me trompe, c'est aussi la collaboration entre privé et public, entre petits groupes, petites entreprises et grands groupes. Parce qu'à l'inverse, je crois que vous travaillez régulièrement avec des grands groupes. Quel regard ils ont sur les labos publics comme celui d'Emmanuel? Quel regard ils ont sur les startups qui sont poussées, on l'a vu tout à l'heure, par des écosystèmes comme InnoValley ou par des universités d'ailleurs? Beaucoup d'aspiration, beaucoup d'envie et en même temps beaucoup de manque d'expérience sur le fait d'arriver à intégrer ces technologies, ces deep tech qui peuvent commencer à émerger et en tirer rapidement de la valeur. On est là aussi au début de la courbe d'apprentissage, mais il y a urgence parce que
toutes ces startups, et en particulier les startups deep tech, ça va être le sujet, à mon avis, dans le domaine des startups quantiques. Elles vont avoir besoin de trouver des débouchés. On vous a perdu. Bon, on a perdu Pascal. On vous a perdu momentanément, on vous retrouve. Excusez-moi. Donc, je disais que on a la chance en France d'avoir un tissu de grandes entreprises de très grande qualité. Elles peuvent constituer des débouchés extrêmement intéressants pour arriver à faire émerger ces deep tech et ces startups technologiques. Mais encore faut-il que la liaison marche bien. C'est d'ailleurs, je trouve, un des grands défis pour arriver à faire du très grand succès qu'a été la French Tech, qui a fait éclore, qui a complètement changé le regard sur les startups et qui a fait éclore un grand nombre de startups. On l'évoquait tout à l'heure, maintenant le défi, ça va être de faire grandir ces startups et d'en faire des champions mondiaux, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que les startups qui naissent en France et en Europe, elles ont un marché domestique qui est beaucoup plus petit que ne l'est le marché de leurs concurrents américains ou chinois. Et donc on a un enjeu qui est d'arriver, bien sûr, à construire le plus vite possible ce marché européen dont nous rêvons tous, mais on sait que c'est encore un long chemin. Peut-être qu'on peut aider à constituer ce marché européen en essayant de capitaliser sur un certain nombre de marqueurs forts qui sont liés à notre culture européenne. Je pense à des marqueurs, par exemple, en matière de gestion des données. Le RGPD constitue à ce titre une formidable opportunité. Il y a également des marqueurs sur le plan de l'éthique, de la durabilité. Je rejoins ce que disait Emmanuel Sabonadir tout à l'heure. Le fait que nous soyons européens, c'est aussi la possibilité de constituer un marché qui devient un terrain de jeu privilégié pour nos startups françaises et européennes, et qui va leur permettre de grandir plus vite et d'être suffisamment forts au moment où elles vont émerger sur la scène mondiale. Merci. Alors, petit message technique, j'ai plus accès à mes mails, donc je devais recevoir des questions du public. Évidemment, quand on a besoin que ça marche plus. Donc avec la régie, je sais pas comment ils peuvent prendre la main ou me passer les questions. Sinon, moi j'en ai d'autres. Geneviève Fioraso évoquait tout à l'heure la bureaucratie qui pouvait décourager les chercheurs. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, peut-être du côté de l'université de Grenoble INP? Ça décourage les chercheurs, la bureaucratie? En tout cas, on fait tout notre possible en ce moment pour simplifier. Alors, vous avez certainement entendu parler de l'IDEX grenoblois, de l'université intégrée, Université Grenoble-Alpes, que nous venons de fonder. Et dans ce cadre-là, Grenoble INP et UGA ont créé une unité de service unique, propriété intellectuelle et valorisation, pour justement simplifier. Ce qu'on veut, c'est que la recherche sorte des laboratoires. Les établissements s'organisent en coulisses comme ils veulent, mais l'essentiel, c'est que ça sorte et que ça bénéficie aux entreprises et aux citoyens. Donc, on fait tout notre possible pour réduire la complexité administrative et que les chercheurs mettent leur énergie sur leur recherche et leur innovation. Voilà, donc ça devrait bouger là dans les mois qui viennent. Bon, ça marche alors. Peut-être que... alors, Emmanuel, je veux pas... La semaine dernière, Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes, dans une interview au Dauphiné Libéré, me disait que la coordination entre la recherche privée et la recherche publique n'était pas satisfaisante en France. C'est un frein au développement de nouvelles technologies ou vous n'avez pas le même point de vue que lui? Alors, le sujet est intéressant parce que, en fait, et je crois que Bruno Cerclé l'a très très bien dit, alors c'est le cas de Rossignol qui est particulier, mais les entreprises privées, et moi je viens du monde du privé, évidemment, choisissent leur innovation et la gardent véritablement le plus près possible d'elles-mêmes, puisque c'est l'avenir de leur entreprise. Donc, pour travailler dans des grands groupes, Philips, General Cable ou Schneider, à chaque fois, la poche d'innovation que l'on gardait en privé, on la gardait près de soi parce qu'on savait que c'était nos produits de demain. À côté de ça, il faut avoir l'ouverture d'esprit et c'est là où, effectivement, je pense que nous pouvons travailler un petit peu mieux. C'est pas mettre en compétition le privé et le public. Et le public doit permettre soit d'avancer plus fort, plus puissamment
vers un axe de recherche, soit au contraire de tester un certain nombre de pistes de recherche que l'industriel ne gardera pas forcément, mais sur lequel il peut aller explorer ou en tout cas positionner de l'IP pour gêner ses compétiteurs. Et c'est cette articulation privée-publique qui doit être mieux comprise parce qu'il y a un jeu et il y a un jeu véritablement complémentaire entre les deux. Alors, l'État et l'État stratège nous aident beaucoup puisque pour que le public marche bien, il doit être moteur ou il doit être, je dirais, mis en route par des idées du privé. Donc, c'est bien la logique et on est bien dans cette logique-là. Par contre, le réglage fin dans ce que finalement le privé arrive à mettre de façon stratégique auprès du public reste encore à articuler et articuler un petit peu mieux. Alors, le crédit impôt recherche est un formidable outil et donc ça, c'est un des atouts que l'on a en France de pouvoir utiliser ce levier-là qui ouvre un peu je dirais les neurones des financiers du privé pour justement s'ouvrir à la recherche publique. La recherche publique, elle, doit faire un effort aussi de bien pouvoir s'harmoniser et bien pouvoir s'interfacer avec l'industrie pour savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut amener à un produit jusqu'au marché. Et puis, il y a des technologies qui sont très exploratoires et il faut les garder avec l'humilité de savoir qu'une technologie exploratoire mettra peut-être 5 à 10 ans à arriver dans le public. Et puis après, il y a des endroits où il faut mettre le paquet, public et privé. J'ai entendu parler du calcul quantique. Il est sûr qu'il y a une compétition mondiale intense autour du calcul quantique. Aujourd'hui, l'État français mobilise de l'ordre de 1 milliard, à la fois sur du public et sur du privé pour accélérer le passage au calcul quantique, que la France ait une position forte dans ce passage au calcul quantique. Est-ce que ça sera des accélérateurs, des calculateurs? Là, il faut qu'on descende dans la technologie pour la mettre en haute, mais là, il faut vraiment jouer le paquet. Et la France, on n'a pas forcément des milliards et des milliards et des milliards, on en a mis beaucoup dans le Covid, mais sur quelques raies, il faut absolument être stratège et investir lourdement, public et privé, pour réussir. Merci. Peut-être la régie, il y avait des questions du public où je vois que Christian Houchon voulait réagir, mais il y a des questions du public, oui. On va vous prendre. Bonjour. Bonjour, alors on a 2 questions. Première de Romain, allez-y Romain. Oui, bonjour. Alors, je rebondis un peu sur cette question des écosystèmes dont on a beaucoup parlé, qui est passionnante justement. Mais dans cette idée sur les technologies d'avenir, en fait, à quel point est-ce qu'on a besoin d'avoir un écosystème essentiellement français ou européen pour inventer des technologies d'avenir en France et en Europe? C'est-à-dire, je reprends l'exemple, par exemple, de l'intelligence artificielle. On voit bien que l'intelligence artificielle, comme le disait Emmanuel Sabonader, hein, ça ne s'invente pas ex nihilo, c'est avec du big data, c'est avec du cloud. Est-ce qu'on a besoin d'un cloud vraiment européen ou français pour faire de l'intelligence artificielle en Europe? Est-ce qu'on peut se fonder sur les GAFAM? Ou bien, autre exemple, est-ce que sur les technologies quantiques, par exemple, on peut quasiment, presque en autarcie, par notre propre innovation, on peut tout inventer en France et en Europe? Donc voilà ma question sur ces écosystèmes. À quel point est-ce qu'on peut se fonder essentiellement sur les écosystèmes français et européens? Ou bien à quel point est-ce qu'on a besoin de surtout collaborer avec d'autres écosystèmes mondiaux d'autres continents? Merci beaucoup. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Oui, alors effectivement, les collaborations sont absolument stratégiques. Donc, le CEA-Leti, on collabore évidemment avec l'Université de Grenoble et tout notre écosystème grenoblois, mais nous avons également des collaborations très très fortes avec Stanford, le MIT, le PFL et j'en passe et des meilleurs, puisque la recherche passe par d'abord la collaboration. Ensuite, ne croyez pas que l'on développe tout dans son domaine, parce que au bout d'un moment, on s'isole et on devient un peu la Corée du Nord. Non, non. Ce qui est important, c'est d'avoir des briques technologiques et que ces briques technologiques, on essaye d'avoir des bases de technologie qui sont des technologies mondiales. Le SOI est un bon archétype. C'est une technologie qui était un peu une alternative au silicium, qui permet de faire du silicium beaucoup plus économe en énergie. C'est une technologie mondiale. Elle a été poussée dans une start-up qui est Soitec, et Soitec, au fil du temps, avec son écosystème, est devenue, je dirais, une licorne de taille mondiale. Donc, c'est sur une raie de technologies que l'on investit. Sur le quantique, par exemple, il y a tout l'aspect algorithmique du quantique qui va être développé, et ça peut être des Atos, et ça peut être tout un ensemble d'écosystèmes autour du plateau de Saclay. Après, il y a de la physique très profonde pour avoir l'intrication des qubits entre elles. Là encore, on trouve Saclay et Grenoble, et probablement entre les deux, il y aura soit un calculateur, soit un accélérateur, et la France va doucement trouver son créneau pour mettre le paquet
pour devenir l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure mondiale dans cette raie technologique. Donc je pense qu'il faut pas se construire des espèces d'empires de technologie ou de science. Il faut savoir trouver sa raie, et qui est en fait celle qui concentrera le maximum de science et de savoir-faire dans une technologie donnée. Et c'est là où on accélère. L'intelligence artificielle embarquée est typiquement le cas. Il y a une grosse accélération. Ça servira à nos voitures de demain, nos avions de demain. Ça servira à nos écosystèmes de demain. Mais typiquement, on prend cette raie et on essaye de devenir le meilleur mondial sur cette raie-là. Et la santé aussi de demain, je crois que c'est un secteur aussi important pour le CEA, mais pas que. Je crois qu'il y avait une deuxième question, il nous reste 3 minutes, on a le temps de la prendre. Oui, il y a une question d'Anas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je veux tout d'abord vous remercier pour cette présentation qui était très pertinente. Moi, j'avais 2 questions. La première question, elle s'articule sur le concept du brain drain, sur la fuite des cerveaux. Étant donné que je m'intéresse beaucoup à cette problématique-là, je voudrais savoir si en France, les laboratoires de recherche, et surtout celui de Grenoble, est parfois victime de cette fuite de cerveau de chercheurs français ou de chercheurs étrangers qui travaillent en France et qui décident du coup de partir dans des pays étrangers pour développer leur projet. Et dans un deuxième temps, je voudrais aussi parler du concept, de la recherche, dans le sens où je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont aiguisées par que ça aiguise la curiosité, et que du coup, comment essayer de redonner cette culture de la recherche, qu'elle soit aux Français Alors, cette culture de la recherche fondamentale. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'à un moment donné, les Alors, promotions de recherche... on va peut-être demander à Gaël Calvary de vous répondre, de Grenoble INP, donc une école d'ingénieurs. Alors déjà, sur cette culture, peut-être votre avis, et puis sur cette fuite des cerveaux, est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que finalement les gens s'en vont aussi, et s'ils s'en vont, pourquoi? Parce qu'il manque de l'argent? Bon, de toute façon, nous, on forme à l'international. Premier point, la recherche est internationale, hein. Voilà, ça c'est clair. Il faut absolument être au fait de l'état de l'art international, avoir les bons réseaux. Donc la recherche est par nature internationale. Et ensuite, effectivement, il faut trouver l'arrêt sur laquelle on a l'identité et la légitimité, on va dire, pour construire notre stratégie. Mais la recherche est internationale. Nous formons nos étudiants aussi à l'international, ça c'est important. Tous nos étudiants, élèves ingénieurs, doivent faire leurs armes à l'étranger. Ça fait partie de la culture, c'est la formation qu'on leur inculque. Donc après, à nous d'être suffisamment attractifs pour leur donner envie de revenir. Et je pense que dans les réflexions, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est entretenir cette culture de l'international, mais augmenter notre attractivité pour que les personnes reviennent. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, la culture de la recherche, effectivement, c'est un enjeu vraiment de premier plan. Et nous, on y travaille à l'université. Mais ça devrait être anticipé, hein, ça a été écrit dans plusieurs rapports, ça doit se développer petit à petit, donc chez les jeunes, avant même qu'ils n'arrivent à l'université, ils devraient être formés à l'innovation, voilà, et ça c'est une culture qui doit se travailler au fil des âges. Voilà. Mais en tout cas, nous, à l'université, on fait notre job pour développer cette culture de l'innovation, leur donner le sens de l'aboutissement du travail. Et aujourd'hui, on a une génération, on va dire, d'étudiants qui ont des valeurs, qui donnent du sens à ce qu'ils font. Et ça, c'est un terreau favorable pour nous, pour l'innovation. Vous évoquiez tout à l'heure la Satlincium, une société de transfert de technologie. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ils font un boulot quand même fabuleux, allez, on va le dire. Peut-être expliquer ce que c'est. Ça répond en partie à la question qui a été posée, hein. Ils participent à ça, à l'émergence de sociétés. Comment ils fonctionnent? Peut-être 2-3 mots là-dessus, ça peut être intéressant. Oui, exactement. Donc les SAT, hein, ce sont les sociétés d'accélération du transfert de technologie. Donc technologie, ça clairement c'est notre background, donc ça nous sert évidemment. Et le mot clé, c'est l'accélération. C'est ce à quoi on travaille tous les jours, hein, c'est arriver à accélérer ces processus difficiles de transition jusqu'à ce qu'on ait l'impact marché. Voilà. Ces sociétés-là, c'est un investissement qu'a fait l'État. Il y a eu un maillage du territoire national d'un ensemble de SAT. À Grenoble, nous en avons une qui s'appelle Lincium Grenoble-Alpes. Les SAT sont en réseau parce que l'idée, c'est aussi de partager les bonnes pratiques et de s'améliorer tous ensemble. Et nous, à Grenoble, là, je peux parler de notre SAT, elle fait effectivement un travail formidable d'accompagnement
du transfert de technologie. Voilà, avec aujourd'hui plus de Oui. 50 startups créées, des emplois créés, etc. Et c'est un Ils vont lien, c'est vraiment dans cette les labos. liaison. Et ils vont Ils dans vont les dans les labos, oui, bien. labos trouver les chercheurs et ils les mettent en relation avec des entrepreneurs ou des personnes qui vont gérer la partie business développement pour que la startup naisse, grandisse et atteigne son marché. Voilà, en lien avec les services établissements, les services valorisation des établissements, il y a effectivement la détection dans les laboratoires de résultats de recherche innovants et d'enseignants-chercheurs et chercheurs motivés, parce qu'on sait bien, ça a été dit tout à l'heure, si les équipes sont pas motivées, ça ne marchera pas. La qualité de l'équipe projet est fondamentale. Donc il y a cette détection qui se fait en lien avec les établissements. Et puis ensuite, et ça c'est important aussi à rappeler, on a mentionné le CIR 2 fois ce matin, mais on n'a pas mentionné Oui. tous les dispositifs d'État qui existent, les dispositifs qu'on appelle classiquement 25.1, 25.2, 25.3, qui permettent aux enseignants-chercheurs d'accompagner le transfert de leurs résultats de recherche dans les entreprises. Donc l'enseignant-chercheur, il peut partir pour un moment de sa carrière comme dirigeant 25.1 d'une start-up ou comme conseiller scientifique pour accompagner le transfert des résultats de recherche, parce que voilà, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Ouais. Les résultats de recherche sont difficiles, sont complexes, et il faut accompagner le transfert. Et donc en France, on a la chance d'avoir tout un ensemble de dispositifs qui permettent justement d'accompagner de façon la plus douce possible, mais la plus rapide possible. Et il est là l'enjeu aujourd'hui, le transfert jusqu'aux entreprises et aux citoyens. Voilà. Donc la France a tout un ensemble de dispositifs. Les personnes qui sont rompues à l'innovation le savent, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Nos enseignants-chercheurs sont impliqués dans les startups. Donc, ils abandonnent temporairement ou de façon parfois partielle leurs activités d'enseignement pour pouvoir s'impliquer dans le développement des startups. Voilà. Et puis, dernier point que je voulais quand même mentionner, parce qu'on a beaucoup parlé de ce processus unidirectionnel, il faut pas oublier que le fait de transférer vers des entreprises, ça nous ressource aussi intellectuellement dans les laboratoires. Et c'est vraiment le cercle vertueux de la valorisation. Donc, et c'est ce cercle-là que nous essayons de travailler dans notre développement de la culture de l'innovation. Voilà, il y a des D'accord. enseignants-chercheurs, beaucoup d'enseignants-chercheurs qui se ressourcent par le transfert de technologie. Ils découvrent de nouvelles problématiques scientifiques et elle est là la magie. C'est dans ce triangle de la connaissance, business, éducation, innovation, qui est emporté à C'est le l'Europe. triptyque Et que nous Grenoble. travaillons beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être sur cette culture de l'innovation, peut-être que la mission French Tech, Kate, vous avez peut-être une vision là-dessus. On est comment par rapport aux autres pays européens déjà? On a un manque de culture. On dit peut-être les Allemands, ils ont beaucoup plus de chercheurs que nous. Je me trompe pas? En tout cas, quelque chose qui est sûr, c'est qu'en effet, on a abordé beaucoup d'obstacles qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas, enfin, je dirais, le passage de scientiste à start-up n'est pas particulièrement fluide. On a abordé le sujet des financements, on a abordé le sujet de transfert, des mécanismes de transfert de technologie, qui ont beaucoup été abordés d'ailleurs dans le cadre de la loi Pacte. Mais c'est vrai que là, vous venez d'évoquer un autre sujet qui est le sujet de la culture. Et en effet, quelque chose qu'on voit un peu moins, notamment aux États-Unis, c'est, je dirais, cette tension parfois entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat, pour le dire assez franchement. Il y a beaucoup de chercheurs qui voient vraiment des entrepreneurs, des startups, une bande d'affreux capitalistes qui sont surtout là pour lever de l'argent, faire un énorme exit, ensuite vendre leur startup à des Américains, alors que c'est complètement, cette vision-là, cette image-là, cette réputation-là est complètement incompatible avec la mission et la culture de la recherche. Oui. Donc, je pense qu'il y a une première partie aussi qui, malheureusement, en fait, a été un tout petit peu chamboulée par Covid, mais qui vient aussi de la socialisation de deux écosystèmes. Ce que j'aime beaucoup avec ce panel, c'est que depuis le début, on parle d'écosystème avec un S, en reconnaissant en fait la pluralité et la diversité des écosystèmes. Et il y a en effet l'écosystème de la recherche et l'écosystème des startups qui se chevauchent pas autant que ça. Il y a dans les dispositifs, je dirais, un peu plus financiers qu'on a pu lancer ces dernières années, il y a un dispositif aussi dont on n'a pas beaucoup parlé qui s'appelle French Tech Accélération. Donc, French Tech Accélération est un fonds de 100 millions qui d'ailleurs a été rebondé de 100 millions dans le cadre du plan relance, qui vise à financer des incubateurs, accélérateurs et start-up studios
qui aident justement à rapprocher les chercheurs et les startups. Donc, quelque chose qui est assez fascinant dans ce modèle, parce que là, du coup, c'est la deuxième saison, entre guillemets. Et la deuxième saison, il est entièrement dédié à la deep tech. Ce que je trouve intéressant, c'est que, en tant que quelqu'un qui est membre de ce comité, on a reçu énormément de dossiers dans la première vague de Startup Studio, et c'est uniquement dans la deep tech que leur dossier passe. Enfin, ils font plus que passer. En fait, c'est les dossiers en fait sur lesquels on est très motivé pour avancer. Donc, comme quoi, je pense que voilà, il y a encore des choses à faire, il y a encore d'autres modèles à inventer, d'autres choses à tester, mais il ne faut pas oublier les dimensions culturelles. Et comme on disait tout à l'heure, parfois la tech c'est aussi une affaire très humaine. D'accord. Pascal Imbert, peut-être sur cette culture-là. Voilà, est-ce que il y a une culture, est-ce qu'il faut un peu apprendre aux vieux chefs d'entreprise comment fonctionnent les jeunes et les jeunes chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a un maillage à faire là de votre point de vue? Alors, les vieux chefs d'entreprise, probablement rajeunis, hein, déjà depuis 15 ans. Vous vous souvenez, il y a encore une dizaine d'années, une image des entreprises traditionnelles, de la vieille économie qui était complètement rétive à la technologie, qui ne comprenait pas la technologie, qui ne comprenait pas l'innovation. Ça, c'est quelque chose qui est complètement passé. Et quand vous lisez une interview de n'importe quel dirigeant du CAC 40, il parle toujours de la technologie, du digital, comme étant l'un des 2 ou 3 sujets clés de sa stratégie. Donc, l'entreprise vient vers l'innovation, elle vient vers la technologie. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, parfois, il y a un manque d'expérience. C'est vrai que cet appétit est récent et donc on n'arrive pas très bien à établir un lien complètement créateur de valeur directe entre des startups et des grandes entreprises. Il nous manque dans la culture économique. On a été coupé, il nous manque quoi? La culture des filières, dans des filières économiques, dans la culture économique française, qui permettrait de faciliter ce lien. Il nous manque aussi la culture des ETI. On a finalement eu toujours beaucoup d'attention au développement des... On vous a perdu. Alors, on vous a retrouvé. Excusez-moi, on a donc parfois manqué d'attention au fait de développer les PME, d'accélérer le développement de ces PME pour créer des ETI qui vont permettre de créer cette continuité qu'il y a de la start-up à la grande entreprise, qui va faciliter sans doute ensuite le passage de l'innovation très deep tech à des applications qui vont ensuite avoir de l'impact et de la création de valeur pour les grandes entreprises. Je pense qu'on est en chemin. Je pense que c'est une réalité qui est en train de mais le fait de démontrer de plus en plus que la technologie crée de la valeur très directe pour les entreprises dans des applications business, y compris dans les métiers traditionnels, devient absolument clé. Super, on est pile dans les temps. Il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. On a reçu des questions, on n'a pas pu toutes les poser, on avait quelques petits problèmes. Merci beaucoup d'avoir participé. La suite, c'est le deuxième focus. J'ai plus le thème sous les yeux, mais c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, de nous avoir écoutés et bonne fin de journée.